Et on parle de la santé de l'économie chinoise. Elle inquiète. Celle des bourses de Shanghai et Shenzhen n'est pas non plus rassurante. Deux chutes de plus de 7% en moins d'une semaine pour la dernière. Il aura suffi de 29 minutes pour voir se déclencher la procédure d'interruption ordonnée par les autorités. De quoi ébranler, vous vous en doutez, les marchés mondiaux. Et cette fois, ce n'est pas seulement l'interventionnisme de Pékin qui a provoqué la panique, mais bien la publication d'indicateurs peu rassurants quant à l'ensemble de la deuxième économie mondiale. Regardez. Début d'année difficile pour les marchés chinois. Le CSI 300, qui regroupe les principales capitalisations boursières du pays, n'en finit plus de dégringoler. Depuis le 1er janvier, l'indice a perdu pas loin de 15%. Et ce, malgré la mise en place d'un mécanisme anti-volatilité. Si la chute dépasse 5%, les échanges sont bloqués pendant 15 minutes. Si elle va au-delà de 7%, la séance est suspendue. Et c'est ce qu'il s'est passé la semaine dernière à 2 reprises, le 4 et le 7 janvier. Si le mécanisme de suspension est souvent utilisé, ça signifie qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas avec le seuil à partir duquel il est déclenché. Et nous avons besoin de reconsidérer cela. Cette mesure a été adoptée par Pékin à la suite du krach boursier de l'été dernier. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier. Si certains réclament quelques ajustements, pour d'autres, elle serait contre-productive. À l'approche des seuils déterminés, 5 et 7%, les investisseurs se précipitent pour vendre un maximum de titres. Les régulateurs auraient dû prendre en compte les conditions de l'économie chinoise avant de mettre en œuvre une telle politique. Ces suspensions nous montrent qu'un tel mécanisme ne fonctionne pas pour la Chine, ou au moins dans la situation actuelle du marché. Cette instabilité des bourses chinoises est liée aux craintes des investisseurs. Des inquiétudes au sujet du ralentissement de la deuxième économie du monde, mais aussi des conséquences que cela pourrait avoir. La Chine est une économie importante au sein de l'économie mondiale. C'est la première ou la deuxième économie au monde selon la façon dont vous la mesurez. Donc si l'économie chinoise ralentissait rapidement, cela aurait clairement une répercussion sur le reste du monde. En décembre et pour la 5e fois consécutive, l'activité manufacturière s'est contractée. Sur l'ensemble de l'année 2015, le commerce extérieur a reculé de 7%. Des chiffres qui suggèrent que la croissance chinoise pourrait connaître sa plus faible performance depuis 25 ans. Laurent Hatchel, bonjour, vous êtes économiste. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau ce matin. Alors la bourse chinoise qui dégringole, ça veut dire quoi concrètement ? Il y a un petit peu un paradoxe dans cette bourse chinoise qu'elle n'est pas représentative vraiment de l'économie chinoise. Il y a très peu d'entreprises qui sont cotées. Les investisseurs étrangers ont très peu accès à ce marché. Et en même temps, c'est un indicateur qui nous permet de voir, de comprendre un peu l'état de l'économie et les faiblesses potentielles de l'économie. La bourse chinoise était très haute. Le PER, donc le PER, le Price Earning Ratio, qui calcule en fait combien se payent les bénéfices, c'est de 45 sur la bourse chinoise. Il est de 16 pour les bourses européennes. Donc on peut dire que la bourse chinoise est 3 fois plus chère que les bourses européennes. C'est quand même un indicateur. Ensuite, le gouvernement chinois a poussé la population à spéculer en bourse et ça crée une bulle spéculative qui est en train de se corriger et on espère qu'il ne va pas exploser trop brutalement. Alors justement, pourquoi est-ce que cette baisse, elle fait peur aux autres places boursières ? Est-ce que les investisseurs, en gros, ils ont raison de s'inquiéter ? Ah oui, ils ont raison de s'inquiéter. Elle fait peur parce que on n'est pas sûr des chiffres donnés par le gouvernement chinois sur l'état de l'économie. L'économie chinoise est la deuxième économie du monde, 18% du PIB mondial. Donc si on n'est pas sûr de l'état de l'économie chinoise, et c'est important pour l'ensemble de l'économie. On voit le niveau du pétrole qui est très bas. Et surtout, ce qui est important, quelle va être la réaction du gouvernement chinois ? Est-ce qu'elle va dévaluer sa monnaie ? Si elle dévalue sa monnaie, on rentre dans cette guerre d'échange que se livrent déjà plusieurs banques centrales à travers le monde, la fédérale américaine, la banque centrale européenne. Chacun essaie de dévaluer, de faire baisser sa monnaie pour être plus compétitif. Il y a un vrai débat au sein de la Chine pour savoir entre les réformateurs et les conservateurs, pour savoir si on fait baisser ce yuan. Si oui, ça rendra plus attractifs les produits chinois. Mais moins, ça rendra la tâche plus difficile aux Européens, aux Américains et aux autres. D'abord aux autres pays asiatiques qui ont beaucoup performé ces dernières années, notamment des pays comme le Vietnam, mais aussi l'Indonésie, l'Inde. Mais ça rendra plus compétitif la Chine vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. Enfin,
les produits européens vendus en Chine seront plus chers, donc un autre problème pour l'économie européenne. Alors je voudrais maintenant qu'on s'intéresse, Laurent, si vous me le permettez, à un autre thème. On reste en Israël à présent, avec ces chiffres qui ont été publiés par l'OCDE, 21% de la population israélienne qui vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Israël, c'est quand même le mauvais élève de l'OCDE. C'est le très mauvais élève de l'OCDE. Ce chiffre était de 14% en 1995. Alors, il faut expliquer, prendre 2 minutes pour expliquer un peu ce chiffre. C'est un très mauvais chiffre. Cependant, 50% du taux de pauvreté est expliqué par, la population religieuse orthodoxe, dont les hommes ne travaillent pas parce qu'ils vont étudier, et 2, par la population arabe, dont les femmes ne travaillent pas. Donc en fait, ces gens ne sont pas dans le marché du travail, et ça appauvrit les familles, les couples, ces foyers-là. Cependant, ce chiffre reste mauvais parce que malgré la forte augmentation du PIB et de ces dernières années, on voit qu'il y a l'écart se creuse entre les riches et les pauvres. Et cet écart peut s'expliquer par le fait qu'Israël est encore un pays jeune et on n'a pas toutes ces industries qui poussent, qui font monter les salaires graduellement et le niveau économique et social de l'ensemble de la population. On va dire, donc ce qui est important maintenant, c'est de faire rattraper, donc on est poussé vers le haut par l'ensemble de ces, notamment le secteur high-tech. Maintenant, il faut que l'ensemble de la population puisse en profiter, il faut augmenter les salaires. Et ce sera les défis de prochaines années. Merci Exactement. beaucoup Laurent Étoile d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Et puis en bref, notez cette info éco également. General Electric qui va supprimer 6500 emplois en France, 760 en Europe, 765 en France. Le conglomérat américain a précisé que cela se ferait spécifiquement dans les activités énergie d'Alstom dont il a finalisé le rachat en novembre dernier.